Un tel engagement, que l'on peut qualifier de social ou même de culturel, si l'on veut, s'effectue le plus souvent sur la base du volontariat et du bénévolat, autrement dit, du désintéressement ou pour les autres, afin de se démarquer et d'échapper à la contrainte et à l'égoïsme du mercenariat et de la marchandisation du monde et de l'homme produit par la rationalité analytique à laquelle on oppose ici une raison de type herméneutique, c'est-à-dire soucieuse du sens et non pas de l'utile ou au moins de l'utile propre et immédiat, en préférant la compréhension à l'explication et préférant la participation à la production. On reconnaît donc là la résurgence historique actuelle de la demande de sens en réaction-compensation au désenchantement du monde engendré par la prétention de l'engagement économique analytique de faire la loi pour le monde et les hommes. On veut alors réenchanter l'existence en lui faisant retrouver un peu de son âme, aussi bien dans la vie publique, par le soin des victimes ou des exclus, la sauvegarde du patrimoine, la protection de l'environnement, que dans la vie privée, par la culture notamment de l'intersubjectivité élective, comme en amour et en amitié, dans le couple ou en famille, ou encore en tâchant de faire de sa propre vie une œuvre qui pourrait s'inscrire dans le monde commun et durable des œuvres d'art selon Hannah Arendt. Cependant, ce type d'engagement, tout nécessaire et généreux soit-il, ne comporte-t-il pas, lui aussi, des limites et même des pathologies, surtout lorsqu'il prétend, à son tour, à la supériorité et même à l'exclusivité, par exemple en déclarant la validité absolue d'un sens commun quasi sacré, de type traditionnel ou mythico-religieux, comme dans le sectarisme, le communautarisme ou encore un certain écologisme contemporain. Sens qu'il faudrait de toute urgence que tous les hommes partagent pour vivre enfin bien, ce qui peut mener à la guerre des sens, qui n'a rien à envier à la guerre économique en matière de violence, comme chez l'homme de l'œuvre notamment, selon Eric Weil, qui ne parvient pas à faire reconnaître par les autres son œuvre et donc sa vie, qu'il peut finir par confondre jusque dans le désespoir du meurtre et même du suicide, comme le peintre Fraunhofer dans le chef-d'œuvre inconnu de Balzac. On voit donc que l'œuvre peut, elle aussi bien ou aussi mal que le travail, finir par aliéner celui qui en fait un choix exclusif, tout comme les autres et le monde lui-même. Mais alors, où peut-on et doit-on encore chercher un engagement qui ne serait plus obscurcissant et aliénant, et donc pourrait constituer un agir réellement éclairant et émancipateur, ce qui nous en fait venir au troisième type d'engagement de l'homme à l'égard du monde et vis-à-vis d'autrui, et que je qualifierais de critique et relevant de la catégorie spécifique de l'action relative à l'institution éthico-politique du monde, des autres et de soi-même. Si l'homme est bien en effet un être fini, qui le nierait, physiquement et psychiquement, dont la finitude et le souci d'y remédier font de lui un homo economicus et socius qui s'ouvre au monde sur les modes de la production techno-économique et de la participation socio-culturelle,
avons-nous dit, eh bien, l'homme est aussi et surtout caractérisé par une troisième disposition à la dignité de la personne, à la subjectivité infiniment éclairée et libre, selon une volonté de connaissance et d'émancipation. Les logiques du besoin d'efficience et du désir de reconnaissance ne sauraient satisfaire cette aspiration à l'infinitude, puisqu'elles enferment l'homme dans la répétition de la nécessité naturelle, selon le déterminisme de la reproduction, de la vie bioéconomique, et dans la répétition de la nécessité culturelle, selon le fatalisme de la reproduction de la vie socio-historique. À quel monde s'ouvre donc alors cet homo theoreticus, c'est-à-dire aspirant à la fois à la vérité théorique et à la liberté éthique et politique? Le monde qui apparaît à cet homme est celui des institutions juridico-politiques et des normes éthiques, et non plus seulement celui des choses et objets produits, ni celui des us et coutumes, croyances et valeurs transmis, c'est-à-dire non plus la nature, mais la culture, et non pas la culture au seul sens ethno-sociologique, de sens commun historique, mais la culture au sens éthico-politique de la loi, à instituer, à appliquer et à faire respecter. Surgissent alors un espace-temps public, juridico-politique, et un espace-temps privé, intellectuel et moral, qui sont relatifs à l'humanité de l'homme comme citoyen et personne cette fois, et non plus comme producteur, consommateur anonyme, dilué dans le on, rivé au fait accompli de la production et de la loi du marché, ni comme animateur socio-culturel, identitairement marqué par le nous, et rivé, lui, au sens établi et à la fois des communautés. Il s'agit cette fois d'un homme ouvert à l'exigence double d'une vie bonne avec les autres dans des institutions justes, comme le dit Ricoeur,